Aujourd'hui, on est bien fatigué, mais on va quand même parler d'une nouvelle assez intéressante sur peut-être se laisser aller, ou en tout cas quelque chose d'un peu particulier. On en parle maintenant. Cette nouvelle, elle a été un peu remarquée et je l'ai vue pas mal circuler sur les réseaux sociaux, féministes et ou littéraires. C'est celle-ci. Misogynie, de Claire Keegan. Je sais pas si je le prononce bien, c'est un nom irlandais, un patronyme irlandais. C'est peut-être pas un patronyme. Et donc là, niveau prononciation, je vais pas être bonne parce que déjà que je suis mauvaise en anglais, alors pour l'irlandais, c'est raté. On est chez Sabine Vespizer, donc ça, je crois que c'est déjà l'éditrice anglaise, enfin irlandaise. Non, c'est parisien là. 2022, et ça a été traduit de l'anglais par Jacqueline Audin. Alors c'est vraiment très court parce que l'ensemble, déjà, c'est pas épais, mais en plus, on a ici tout le catalogue de Sabine Vespizer. Je sais plus tiens si c'est l'éditrice ou pas. En tout cas, c'était une nouvelle qui a été publiée d'abord dans une revue littéraire, je ne sais plus laquelle, et ensuite offerte à l'éditrice donc de Claire, je vais l'appeler Keegan, mais je suis désolée pour la probable très mauvaise prononciation. Moi, je ne connaissais pas du tout Claire Keegan, mais c'est vrai que celle-ci, je l'ai pas mal vue passer et j'étais assez pressée de la lire. J'ai payé 8 €, ce que honnêtement je trouve un peu onéreux pour ça, mais en même temps je l'ai trouvée quand même vraiment intéressante. Elle est pas très longue, je pense qu'il faut vraiment essayer de la lire d'une traite, ce que j'ai pratiquement fait, j'ai eu des petites pauses téléphone, enfin téléphone à pianotage quoi, clavardage. On appelle ça du clavardage parce qu'en plus je suis pas très musicale, même si j'ai du rythme. Mais par contre, en revanche, je l'ai lu dans un train. Et ça m'a pas fait tout le trajet, j'avais un trajet d'une heure. Donc voilà, alors après moi je lis vite, hein. Mais c'est voilà, c'est quand même pas très long, mais je pense qu'il faut vraiment jouer le jeu de. Enfin voilà, prendre un moment pour lire la nouvelle d'affilée. Ça m'a pas mal plu, ça m'a vraiment pas mal plu. Parce que ça a l'air d'être assez simple, et souvent les nouvelles sont assez simples, en suivant, on va dire, une action. Euh, c'est ce que je vois là, je suis en train de finir le recueil de Marina Enriquez, je sais plus comment, quel est son titre, Ce que nous avons perdu dans le feu, je suis dans la dernière nouvelle que j'aurais justement dû lire comme cela d'une traite, ça fait vraiment partie du jeu de la nouvelle, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles qui sont des petits romans. C'est compliqué parce que déjà, en fait, finalement, estimer la longueur de la nouvelle, bah, ça nous permet de savoir si on a le temps ou pas, ou si ça va être la bonne longueur pour le temps qu'on a devant nous, à peu près, hein, parce qu'il y a des lectures plus ou moins faciles, ou plus ou moins rapides. Et en même temps, bah, c'est aussi déjà un peu divulgaché, quoi, que d'en connaître la longueur. Et elle est un peu étonnante. Alors, je vais lire le début, ça va me permettre d'un peu expliquer, évidemment que je vais divulgacher, comme toujours. Misogynie, c'est quand même un titre, bon, ben, a priori thématique, donc, qui va aborder un thème, mais qui est assez conceptuel. C'est pas, je sais pas, la petite maison dans la prairie, quoi, où on s'attend à avoir une petite maison dans une prairie. Et avec une certaine familiarité, comme le montrent les articles définis singuliers, la petite maison, la prairie. Mais là, on voit bien qu'on est dans le concept, notamment par l'absence d'articles, et bon, ben, misogynie. C'est compliqué d'ailleurs comme concept misogynie, parce que finalement, on serait dans une forme de sentiment. Misogynie signifie haine des femmes, misandrie, haine des hommes, mais en fait la misogynie désigne aussi un système sexiste de discrimination et finalement, je sais pas, un sentiment social, un sentiment collectif, qui n'est pas d'ailleurs que le sentiment de haine que des hommes, et beaucoup d'hommes, peuvent ressentir à l'encontre des femmes. Cette haine n'est pas forcément conscientisée, mais on parle également de misogynie intériorisée. En passant. Donc en tout cas, au niveau thématique, c'est assez compliqué à, à, de se dire voilà, qu'est-ce que ça va être. En tout cas, on s'attend à quelque chose de l'ordre d'une illustration de cette misogynie. Et ça commence pas du tout comme ça. Le vendredi 29 juillet, Dublin a eu le temps annoncé. Toute la matinée, un soleil cuivré a illuminé Merrion Square, atteignant l'endroit où Cathal, donc ça s'écrit Cathal, j'ai regardé une vidéo de prononciation, mais évidemment je fais n'importe quoi, était posté à son bureau près de la fenêtre ouverte.
Un parfum d'herbe coupée entrait et, de temps en temps, une brise chaude agitait le lierre sur le rebord. Lorsqu'une ombre est passée, Caal a regardé dehors, un vol d'hirondelles qu'il se livrait là-haut à des escarmouches amicales. En bas, sur les pelouses, des gens se faisaient bronzer, et il y avait des enfants et des parterres garnis de fleurs. Tant de vie continuant sans heurts, malgré l'imbroglio des conflits humains et la connaissance de la manière dont tout devait finir. Ça, c'est le premier paragraphe. Et on va suivre effectivement ce personnage, Caal. Alors bon, moi, ma non-connaissance de l'Irlande m'a amené en plus à ne pas directement comprendre que Caal est un homme. Et on va le suivre dans sa journée, et cette journée, elle va être entrecoupée de quelques réminiscences ou de quelques analepses, c'est-à-dire de retour en arrière. Alors c'est d'emblée, il faut le dire, on va avoir ce qu'on appelle une focalisation interne, c'est-à-dire qu'on va connaître les sentiments, les perceptions, les pensées du personnage, mais enfin tout ne va pas être transparent. On va suivre à peu près ce déroulement, donc c'est pour ça que les analepses semblent être des réminiscences à partir des pensées de Caal. Mais en même temps, on n'est pas dans un récit à la première personne. Alors peut-être faut-il rapprocher Misogynie d'un récit dont j'ai déjà parlé, de notre nouvelle, qui est La Dame à la Louve, qui en fait parle aussi de la misogynie, mais avec une narration qui est extrêmement ironique, et qui va moquer le personnage. Est-il principal finalement? Le narrateur en tout cas. Ce n'est pas lui qui donne son titre à la nouvelle. Pierre Lenoir, 69 rue des Dames, qui en fait va carrément parler. Et un des grands enjeux littéraires de La Dame à la Louve, c'est cette moquerie du narrateur à la première personne. Ici, on n'a finalement pas de narrateur à la première personne et pas de moquerie directement, et donc la tension ironique de La Dame à la Louve, elle se déplace, parce qu'on est aussi dans un récit, je dirais pas misandre, mais en tout cas qui va aborder la misogynie. Cette misogynie de Pierre Lenoir, elle n'est pas conscientisée ou théorisée ou explicitée en tant que misogynie. Et ici, il n'y a que le titre qui va expliciter cette misogynie. Et peut-être un peu de connaissance de féminisme théorique. Ça, on va voir, et ça, c'est une question que je me pose, hein, sur comment on lit misogynie quand on n'est pas féministe. Je ne peux pas répondre à cette question, en fait. Et ça va se mettre en place, en tout cas, autour de ce personnage masculin, avec une intertextualité, alors là, que moi, je connais vraiment mal, parce que j'ai des lacunes, hein, avec le roman Ulysse de James Joyce. Donc, grande référence, évidemment, irlandaise et au-delà, de Dublin, et avec quelque chose peut-être de l'ordre d'une odyssée erratique pour le personnage de Caal, mais qui n'est pas d'emblée présenté tel quel. En tout cas, je pense que là, on peut avoir une lecture, et donc ainsi aussi anti-épique finalement, avec ce personnage. Et là, en fait, on va entrer vraiment dans le dur du divulgachage. On a cette ouverture donc vers ce qui a l'air d'être un ancrage temporel absolu avec une date, mais enfin on n'a pas d'année, mais bon, tout semble à peu près contemporain dans ce qui est raconté, sans être non plus trop marqué, trop actualisé. Bon, en tout cas, c'est un récit assez récent. Tiens, d'ailleurs, le titre original n'est pas du tout Misogynie, je vois, mais So Late in the Day. Ça, c'est un choix intéressant aussi. Peut-être qu'on est un peu cons, les Français, qu'il faut expliciter. Et on a un peu comme un cheminement de caméra qui va de Dublin à un square, au bureau et même à l'endroit où est Caal, qui va permettre d'introduire donc ce personnage principal, ce protagoniste. On a ses perceptions, hein, le parfum d'herbe coupée. On ne sait pas finalement qui ressent ce parfum d'herbe coupée. Et ensuite, donc, la brise chaude, donc on est vraiment sur des choses qui sont sensorielles, qui ouvrent cette perception typique, caractéristique de la focalisation interne, et qui passe ensuite par cette espèce de juxtaposition entre lorsqu'une ombre est passée, Caal a regardé dehors. Et donc en fait, on comprend, on n'a pas directement, voici ce Caal a vu, mais on comprend qu'il s'agit de la perception visuelle de Caal, donc le vol d'hirondelle. Sans savoir exactement de qui sont les caractérisations, par exemple, de ces escarmouches amicales. On sait ce qu'il a vu, mais on ne sait pas
qui parle, ni qui décrit. Et sur ce qu'il y a en bas, donc les gens se faisant bronzer, les enfants, les parterres, on ne sait pas si c'est Cal qui regarde, ou si c'est le narrateur ou la narratrice, en tout cas la voix narrative, qui elle-même va aller un peu en dehors du cadre de ce qu'Al perçoit. En tout cas, ce que l'on va avoir, c'est la mise en place d'un contraste qui n'est pas forcément d'emblée quelque chose de saisissant, mais enfin ici il s'agit des premières étapes, des linéaments comme j'aime bien dire, avec une pointe affichée de snobisme. Tant de vie continuant sans heurts malgré l'imbroglio des conflits humains et la connaissance de la manière dont tout devait finir. Et là finalement, en parlant de ce qui est en bas, à la relecture, je vois immédiatement une figure habituelle qui est une forme d'hypallage. Alors ici, une hypallage, je crois, par extension. L'hypallage, c'est littéralement l'inversion de deux caractéristiques. Ils allaient solitaires sous la nuit obscure. Non, ils allaient obscurs sous la nuit solitaire. Normalement, c'est la nuit qui est obscure et les voyageurs, les marcheurs qui sont solitaires. Ça, c'est l'Énéide. C'est vraiment l'exemple. Et donc, on va inverser de caractérisation. Et souvent, ça va être des caractérisations qui vont établir un parallèle, au moins implicite, par ce phénomène voilà, de transfert, d'inversion, dans l'attribution entre des humains et un paysage. Et ici, c'est un paysage humain, je ne parodie pas Nazim Hikmet, hein, mais ça va être voilà, ce qui est vu d'humanité en tant qu'imbroglio, qui va amorcer un tragique, la connaissance de la manière dont tout devait finir. On peut vraiment penser à quelque chose de proprement tragique et de l'ordre de la mortalité du mortel, en tout cas de plutôt funeste, négatif. Et finalement, cette scène estivale. C'est sympa de l'avoir lu d'ailleurs. Je ne l'aurais pas lu en 29, je l'aurais lu en 28 juillet. Et je tourne en 30, c'est super. Mais on a, donc en quasi-contemporanéité de date. Et on a, en tout cas, voilà, quelque chose qui va contraster et qui va faire entrer le tragique dans cette description et dans cette quotidienneté du personnage de Kaal au bureau. Et ce tragique-là qui arrive par la préposition adversative malgré, hein, permet d'opposer par un jeu d'antithèse la vie qui, elle, tant de vie continuant sans heurts, tout cela reprenant finalement le paysage humain, mais peut-être aussi Kaal lui-même à son bureau. Et effectivement, cette espèce de tension entre une continuité et une rupture, ça va être assez parlant pour la suite du récit. Déjà, la journée semblait longue. Lorsqu'il a jeté un nouveau coup d'œil en haut de l'écran, il était 14h27. Il regrettait maintenant de ne pas être sorti à l'heure du déjeuner, être allé marcher jusqu'au canal. Ce qu'il aurait pu faire, donc là on va avoir tout un regret. On voit qu'il fait de la compta, hein, en gros, le travail de bureau, la répartition budgétaire. Et on a des actions un peu sans sens explicite. Hein. Le personnage a ressenti une soudaine sensation assez proche du mépris, l'envahit alors. Il s'est levé et a suivi le couloir jusqu'aux toilettes pour hommes, où il n'y avait personne, et il a pénétré dans une cabine. Et donc, voilà, et il regarde le dos de la porte sur lequel rien n'était écrit ni griffonné, le temps de retrouver un peu de calme. Donc on comprend qu'il ne va pas bien, mais les choses continuent. Il prend un café, et une première interaction avec Cynthia, dont il s'éloigne pour ne pas parler, donc avec une secrétaire, la femme de la comptabilité, présentée comme si elle était connue, mais elle est effectivement connue car elle est là, on est toujours dans cette focalisation interne, mais on voit qu'il prend son café, s'éloignant avant de l'avoir sucré, avant qu'elle puisse en dire plus. Il rompt une conversation, ce qui fait qu'on n'a pas plus d'informations pour le moment, et comme ça il continue, nouveau dialogue avec son chef, tout le monde finalement faisant preuve d'une certaine sollicitude pour lui, et lui-même mentant un peu sur
les choses, et on apprend donc que son chef lui demande pourquoi il ne s'est pas mis en arrêt ce jour-là. Et lui dit qu'il voudrait finir un projet avant de rentrer. On a une certaine vacuité, hein, rien sur la porte, le ciel était bleu et vide, pas de discussion réelle, en tout cas, ces conversations continuent à entretenir l'idée chez le lecteur ou la lectrice que quelque chose s'est passé pour le personnage de Caal sans que l'on sache ce qu'il s'est passé. Et le personnage finalement ne peut plus tellement lire, prépare des lettres qui sont elles-mêmes aussi des paroles vides, puisque ce sont des demandes, des lettres de refus pour une bourse en art visuel. Donc ça, j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose dans la vie de Claire Keegan qui répond à ça. Et il part vers 17h. Il voit une autre fille, donc il fait le ménage, prend le bus et s'en va chez lui. Il parle aussi de manière vide avec une femme dans le bus, préférerait qu'elle se taise, elle finit par se taire. Alors, plutôt par gentillesse, hein, et donc on voit des échanges assez cordiaux, mais non entretenus, sans travail conversationnel absolu de la part de Caal. Et en tout cas, cette femme se met à lire un livre, La femme qui se cognait dans les portes. J'ignore s'il s'agit d'un titre réel, je n'ai pas du tout vérifié. Mais en tout cas, bon, cette idée de le trépied d'une femme qui se cogne dans les portes n'est pas sans rappeler la vieille excuse souvent ressortie en termes de violence conjugale. Oh là là, je suis si maladroite, je me cogne tout le temps, toute seule. Parfois toute seule et porte le nom d'un homme. Et là, on est sur quelque chose qui peut entretenir un certain tragique, surtout préparé par le titre, je rappelle, qui est français. Caal sent le parfum d'une femme et se rappelle finalement de l'industrialisation du parfum. Des centaines de milliers de femmes devaient sentir la même chose, mais l'on a comme un non-dit où l'on peut comprendre ou lire de manière implicite que ce parfum qu'il sent lui rappelle peut-être une autre femme. Et c'est à la page 15 qu'on va commencer à avoir une analepse, un genre de réminiscence qui va être finalement la rencontre avec une femme. Et cette femme, c'est Sabine. Tiens, d'ailleurs, c'est le nom de l'éditrice. Française, en tout cas, je ne sais plus pour l'éditrice anglaise. Irlandaise, pardon. Et on a déjà, ou alors se met en place d'emblée, plutôt, des formes de lien avec le présent. Donc ça, on peut supposer que c'est ce qui va faire lien dans cette juxtaposition temporelle, puisqu'il s'était tenu près d'elle, humant son parfum pendant qu'il regardait les tableaux. Et donc, ils sont à l'entrée de Merrion Square. Voilà, on se rappelle qui ouvrait le texte. Et ils ont été voir les Vermeer. Alors qu'elle les admirait, ils trouvaient les femmes de Vermeer pour la plupart oisives, restant assises là comme si elles attendaient quelqu'un ou quelque chose qui ne viendrait peut-être jamais, ou se contemplant dans un miroir. Même la robuste laitière semblait verser le lait tout à loisir, comme si elle n'avait rien d'autre ou de mieux à faire. Ça, c'est assez intéressant, mais c'est difficile à interpréter. En tout cas, on a une divergence esthétique, parce que cette oisiveté des femmes aurait pu quand même susciter une admiration esthétique de la part de Caal, alors qu'on est ici dans un jugement moral sur les personnages féminins représentés par Vermeer. Et à ce niveau-là, il est quand même étonnant de voir que le tableau de la laitière, pourtant présenté comme robuste dans le texte, n'est pas vu comme une femme travailleuse. Alors c'est étonnant parce que finalement, on vit dans un système dans lequel le travail domestique est complètement nié, il l'est de moins en moins, occulté, non comptabilisé et évidemment non rémunéré, et ramené à une forme de certaine naturalité. Et cette naturalité, elle peut s'accompagner d'une esthétisation qui, dans la peinture flamande, rejoint les représentations d'intérieur domestique, qui sont très courants dans la peinture flamande. Et là, finalement, peut-être
que cette esthétisation, qui correspond à une négation de ce qui va être un travail, finalement devient aussi un reproche du manque de travail. Voilà, c'est l'interprétation qui est vraiment liée au féminisme et aux connaissances féministes. Et on a ensuite le retour à la maison. Sabine avait dormi 1 heure ou plus avant d'aller s'approvisionner à Tesco et de préparer le dîner, du poulet rôti, etc. Et on va avoir le dîner. Cette femme savait cuisiner, même à présent, il devait lui reconnaître ce mérite. Et donc à l'oisiveté des femmes de Vermeer répond finalement la préparation du dîner, présentée comme un savoir et un mérite qui aurait pu ne plus être le cas, et là, on sent bien une rupture, évidemment. Mais une partie de lui s'offusquait toujours du nombre de récipients et de couverts sales, d'avoir à les rincer tous avant de les mettre dans le lave-vaisselle, sauf le plat à rôtir dont elle disait en général qu'il pouvait le laisser tremper jusqu'au lendemain, et qui était parfois encore là dans l'évier quand il rentrait du travail le lundi. Et ça, c'est vraiment un passage intéressant, parce que là, on nous parle, est évoqué et représenté le travail domestique, qui est celui de la préparation des repas, mais qui est aussi celui donc, de la vaisselle et des courses. Et là, on voit que les courses, elles sont faites par Sabine, le repas est fait par Sabine, et la vaisselle est donc faite par Caal, en fait par le lave-vaisselle. Et la préparation pour le lave-vaisselle ne prend pas en compte le plat le plus difficile, qui est le plat à rôtir, et qu'il va encore trouver le lundi soir, en rentrant du travail. C'est-à-dire, en fait, qui passe peut-être tout le week-end dans l'évier et qui n'est donc jamais lavé. Ni au lave-vaisselle, ni autrement, qui aurait dû laver ce plat. Et là, on a quelque chose de très quotidien et de très subreptice qui se met en place. Nouvelle analepse dans l'analepse, ils s'étaient rencontrés il y avait plus de 2 ans à un colloque à Toulouse. Ça va amuser que ça se passe en France, mais on apprend qu'elle est franco-britannique et il est possible que derrière la double nationalité de Sabine se cache quelque chose de l'ordre du modèle de la française comme femme émancipée, ce qui me fait bien marrer. Avec une présentation, menu, châtaigne, jolie silhouette, et on n'a jamais de présentation physique de Caal. Voilà. Avec donc l'attirance que ressent Caal pour elle, et la façon donc, dont il l'aborde. Et dont leur relation commence. J'arrive page 17. Elle s'était montrée tiède au début, mais il ne l'avait pas pressée. Puis elle avait commencé à venir le week-end et à rester dormir. Elle avait grandi en Normandie, près de la côte, aimait sortir de la capitale, aimait la ville d'Arclaux, baignée par la rivière et la plage voisine où elle parcourait souvent la grève pieds nus, même en hiver. Son père était français, avait épousé une Anglaise, mais ses parents avaient divorcé quand elle était adolescente et ne s'étaient pas reparlé. Et puis, à un moment, Sabine s'était mise à passer la plupart de ses week-ends à Arclaux. Et ils avaient pris l'habitude d'aller ensemble au marché de producteurs le samedi matin. Alors on va déjà rester sur ce premier passage, puisque là j'entame un 2e paragraphe. Donc on a des choses qui vont présenter la vie de Sabine. On n'aura pas de choses aussi précises pour Caal. Elle s'était montrée tiède au début, mais il ne l'avait pas pressée. Donc on a une relation qui vient d'abord de Caal, mais qui fonctionne, et qui donne ensuite l'impression d'une agentivité ou de quelque chose qui se met en place. Entrecoupé d'informations donc plus analeptiques, si l'on peut dire, c'est-à-dire qui remontent à un passé plus lointain dans le passé de Sabine. Et on a l'impression finalement que c'est pour le paysage que vient Sabine, leur relation étant présentée quand même d'une façon assez pudique à ce moment-là. Elle s'était mise à passer la plupart de ses week-ends à Arclaux, donne l'impression vraiment donc de cette agentivité de Sabine, avec à un moment non défini, mais qui a marqué une nouvelle étape dans leur relation. Ils avaient pris l'habitude d'aller ensemble au marché de producteurs le samedi matin. Elle ne semblait pas se soucier du coût et achetait avec largesse. Des miches de pain au levain, des fruits et des légumes biologiques, de l'appli, de la sole et des moules au camion du poissonnier qui montait de Kilmorquet. Une fois, il l'avait vue payer 3 € une pomme de chou d'aspect ordinaire. En août, elle avait suivi les petites routes passoires à la main, cueillant les mûres des haies.
Puis, en septembre, un paysan du coin lui avait dit qu'elle pouvait ramasser les champignons qui poussaient dans ses prés. Elle avait fait de la confiture de mûre, de la soupe aux champignons, presque tout ce qu'elle rapportait à la maison. Elle est cuisinée avec une aisance et une dextérité apparentes, avec ce qui semblait être de l'amour. On est aux pages 18 et 19. Donc là, à l'habitude de fréquentation, à l'intensification de la relation amoureuse, qui passe donc par les week-ends ensemble, répond donc des habitudes culinaires, présentées donc avec la largesse de Sabine, qui n'est pas dans le reproche, mais qui est le reproche à fleur. Et c'est cet affleurement que je trouve intéressant, parce qu'on comprend bien que Sabine est, aux yeux de Caal, dépensière, jusqu'à l'exemple de cette pomme de chou d'aspect ordinaire, 3 euros, dont on comprend que le souvenir est marquant en raison du caractère dispendieux de l'achat, au moins aux yeux de Caal, alors même que c'est elle qui paye. Et pour le reste, les champignons, les mûres, c'est ramassé. Donc là, on est proche de la cueillette, du glanage, et on comprend qu'elle fait les courses, elle ramasse des champignons, elle cueille les fruits des champignons des mûres, elle les prépare, et très bien, avec ce qui semblait être de l'amour. Donc finalement, on ne sait pas tellement quelle est leur relation. En tout cas, on est vraiment dans un cliché, mais dans une réalité qui est que le travail domestique est fait par amour, au nom de l'amour, et est considéré comme une preuve d'amour, ce qui permet aussi de l'extorquer. Un soir, ils avaient marché jusqu'à Lidl et acheté une livre de cerises. Ils les avaient coupées en deux et les noyautés à l'îlot de cuisine en buvant des verres du Beaujolais qu'elle avait apporté, et elle avait confectionné un dessert sophistiqué, une tarte clafoutis aux cerises, l'appelait-elle. Il fallait réserver la pâte au frais pendant qu'on préparait l'appareil à crème, puis elle s'était servie d'une bouteille de vin froid pour têler la pâte et avait habilement orné le bord de cannelure avec ses pouces. Enfin, quand la tarte, c'est un nouveau paragraphe, avait été dans le four, Caal avait regardé leurs verres vides, les avait remplis de nouveau et avait demandé s'ils devraient se marier. Donc on est sur un moment qui va encore lier, et de façon plus explicite, les courses, le travail domestique en fait, et l'alimentation, et la préparation de plats, la cuisine en fait, à l'amour et donc maintenant à la conjugalité. Et une conjugalité qui finalement arrive par Caal, avec une question qui va sembler un peu étrange. Ce livre de cerises, elle va revenir. En tout cas, là, on est sur un moment de partage de la confection du repas, mais c'est quand même elle avait confectionné. Et avec une attention aux détails qui donne l'impression de l'amour de Caal, un amour qui, en tout cas, semble s'exprimer par cette étrange proposition sous forme de question: pourquoi est-ce qu'on ne se marie pas? Bon, la réaction de Sabine, c'est de rire en disant: mais c'est quoi cette manière de demander? Peux-tu me préciser ce que tu voulais exprimer alors, lui demande-t-elle. Sa maîtrise de la langue était parfois agaçante. Et donc, elle lui demande ce qu'il veut. C'est intéressant cet agacement qui répond encore une fois à la perception de Caal, qui est la perception de Caal, et qui en même temps est donnée d'une façon en fait universelle, parce qu'il s'agit d'une narration à la troisième personne. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle est, essentiellement agaçante, si c'est une de ses caractéristiques, enfin sa maîtrise de la langue, ou si c'est Caal lui-même qui s'agace. Et donc, ils se proposent de s'installer ensemble. Ça va prendre du temps, mais on se rappelle qu'au début, elle était plutôt tiède et elle a fini par plus venir. Et là, on a... Mais il avait fallu, je suis page 21, plus de 3 semaines, une bonne dose de persuasion pour qu'elle se laisse enfin fléchir et dise oui. Ce qui ne ressemble pas à un grand enthousiasme, mais à quelque chose de l'ordre de la coercition. En fait, on est sur les premières étapes d'une coercition. Puis un autre mois était passé avant qu'elle trouve une bague de fiançailles à sa convenance, chez un joaillier de luxe près de Grafton Street, un bijou ancien avec 2 diamants sertis sur un anneau en or rouge,
mais qui était trop large pour son doigt et devait être modifié. Et là, on va avoir une scène de radinerie sur la bague. Cal avait alors entraîné Sabine dans le... Ah oui, parce que donc, le prix final avait augmenté de 128 € plus la TVA. Et Cal refuse de payer le supplément. Et ils ont un désaccord, puisqu'elle-même lui dit qu'elle lui a mentionné ce surcoût. Et en même temps, avait nié s'être imaginé une seule seconde qu'il n'aurait pas d'os. Non, mais non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension. Tu crois que je roule sur l'or, avait-il dit, et aussitôt la grande ombre du langage de son père. Et aussitôt senti la grande ombre du langage de son père traverser sa vie en ce qui aurait dû être une bonne journée, voire l'une de ses plus heureuses. Et donc ça, c'est aussi très intéressant, parce que finalement, ce qu'il ressent, c'est une voix paternelle par les mots du père qui ressortent à travers lui, autant dire le patriarcat. Et donc finalement, ici, ce qu'on a, c'est un reproche d'ordre pécunier. Et on se rappelle les courses. Et finalement, Caral s'excuse quand il sent une rétractation de Sabine. Et il achète finalement la bague, tout avec énormément de détails qui donne une impression de tension qui va croissante au fur et à mesure. Et d'ailleurs, ils vont dîner, ou manger des sandwichs au fromage grillé avec du thé, mais elle mange très peu, n'a pas d'appétit, laisse un sandwich, ne prend pas sa deuxième tasse de thé. Donc on sent qu'il y a une harmonie brisée, mais cette harmonie, elle n'a jamais vraiment été là. Ou peut-être une augmentation d'une tension, d'un gouffre, au moment même où le mariage s'annonce, et l'annonce d'une ruine. Et là, on revient ensuite, page 24, au présent. C'est-à-dire que, mais on voit qu'elle est arrivée seule. Donc on comprend qu'il y a une rupture avec Sabine, même si on ne comprend pas comment. Et il y a eu l'air d'avoir une absence un peu longue, puisqu'il a du courrier, etc. Avec, et ça c'est un peu triste, rien à manger, une immobilité et un silence singulier dans la maison, j'attrape des mots au vol, et une chatte enfermée par mégarde, Mathilde, à l'intérieur de la maison, le matin. Ce qu'il a à manger finalement, c'est un pot de marmelade aux 3 agrumes, de la moutarde de Dijon, du ketchup, du champagne, un paquet de tranches de bacon bientôt périmé, et un gâteau en forme de phallus au glaçage couleur chair que son frère avait commandé par plaisanterie pour l'enterrement du garçon. Et là, on comprend, et puis il va manger un plat Weight Watchers qui avait été commandé donc par Sabine pour pouvoir entrer dans sa robe de mariée. Je vais sauter des pages. Donc là, on est sur les détails. On va voir Caal se saouler au champagne en mangeant son plat Weight Watchers et le gâteau en forme de pénis. Ce qui, bien sûr, est particulièrement bof en termes d'enterrement de vie de garçon. Bon, de toute façon, le concept d'enterrement d'une jeune fille ou de garçon est quand même pas souvent très fin, pas souvent pratiqué de manière fine. Et on a à nouveau une analyse, mais cette fois datée. Et puis au même moment, le mois dernier, donc là en fait ça va lier les plats Weight Watchers, tout est lié à la bouffe dans cette nouvelle. On a l'installation de Sabine, la camionnette de déménagement est arrivée avec toutes ses affaires. Hop, je saute des passages. Dis-moi que tu m'aimes encore, avait-elle demandé une fois la majorité de ses affaires installées et un certain nombre des siennes mises ailleurs. Il s'était assis à cet instant-là au bord du lit. Bien sûr. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien. Dis-moi, avait-elle insisté. Je m'interroge devant ce bazar, c'est tout. Quel bazar? Mon bazar? Ses affaires, toutes tes affaires, tout ça. Il regardait autour de lui. Le jeté de fauteuil bleu, les 2 oreillers supplémentaires, les paires de chaussures et de sandales qu'il ne l'avait jamais vu porter pour la plupart, dépassant dessous sa commode. Et là, je pense que c'est plus intéressant en anglais de savoir si c'est... Je pense que c'est his. Il ne possédait lui-même qu'une paire de chaussures. Croyais-tu que je viendrais sans rien? C'est simplement que ça fait beaucoup, avait-il essayé d'expliquer. Beaucoup? Je n'en ai pas une telle quantité. Simplement beaucoup de remue-ménage. Qu'est-ce que tu imaginais?
Je ne sais pas, avait-il répondu. Pas ça simplement. Je n'arrive pas à comprendre, avait-elle dit. Tu savais que je devais quitter l'appartement de Radgar avant la fin du mois. Tu m'as demandé de venir ici, de t'épouser. Je ne pensais pas que ça serait comme ça, voilà tout, avait-il dit. Je pensais uniquement à toi qui serais ici, et à nos dîners ensemble, au réveil avec toi. C'est peut-être simplement trop de réalité. Et ça, pour moi, c'est le passage le plus important. Il avait tenté alors de la serrer contre lui pour ne pas voir ce qu'il y avait dans ses yeux, pour chasser cela, mais elle était demeurée raide et s'était levée, résolue à vider le dernier carton, poussant rasoir et dentifrice d'un côté de la petite étagère, en verre dans la salle de bain attenante, afin d'y caser son rasoir et son dentifrice à elle. Et il y avait du baume démêlant, du lait corporel, des contraceptifs et une trousse de maquillage, des tampons. Voilà, l'autre paragraphe m'amuse beaucoup. Elle avait pris une longue douche ensuite et s'était changée, et avait bu un litre entier d'évian avec un repas chinois qu'il avait fallu commander par téléphone. Le restaurant facturait la livraison 4 euros. Cal voulait aller chercher leur commande à pied, ce n'était pas loin. Mais Sabine n'avait aucune envie de marcher ce soir-là, et n'avait pas jugé bien de la laisser dans la maison, toute seule. Alors on va déjà rester sur ce paragraphe. Je ne pensais pas que ce serait comme ça. Voilà tout, avait-il dit. Je pensais uniquement à toi qui serais ici, à nous dîner ensemble, au réveil avec toi. C'est peut-être simplement trop de réalité. Alors ça, j'ai peur que ce soit assez réaliste sur un de mes radotages habituels, qui est qu'on fait vivre les femmes dans la fiction en niant leur réalité, la réalité dans laquelle elles vivent, notamment celle qui est faite de violences sexistes et sexuelles, mais pas uniquement, aussi beaucoup de travail d'exploitation, et sur des choses qui sont en fait très communes. Je pense par exemple au travail conversationnel, qui est absolument asymétrique et en permanence, et qui fait que le fait que je coupe la parole très souvent est parfaitement moins supporté parce que je suis une femme que si j'étais un homme. On le remarque plus dans mon cas. C'est bien pour personne de couper la parole. On remarque vachement moins les moments où je parle plus en soirée en fait. Ou ceux où je suis devenue aphasique, ça personne s'en a alerté. Et donc il y a c'est peut-être simplement trop de réalité qui va passer par donc cet emménagement avec les affaires. Et donc où, l'imaginant avec lui, il ne l'imagine pas elle. Mais il imagine finalement ce qui lui fait plaisir, s'endormir, se réveiller, manger. Ça, c'est une façon, me semble-t-il, de parler de moments qui vont être heureux, mais qui parlent aussi du sexe. Donc on est globalement sur le sexe et la bouffe. Et on va revenir, on a ensuite à nouveau, on a beaucoup de petits détails, mais sur ces détails, de la comptabilité, ici de la livraison, où il a raison, ça serait pas terrible de la laisser seule pour économiser 4 euros, mais où en même temps, il les voit, ces 4 euros, dépensés pour la livraison. Et dépensés pour elle, parce qu'elle ne veut pas sortir pour les 4 euros. On arrive ensuite à la discussion sur ce verre avec Cynthia. Cynthia qui est plus ou moins une collègue. Bref, on s'est retrouvés à partager une bouteille de Chablis et on s'est mis à parler des hommes irlandais. Et je lui ai demandé ce que vous voulez de nous au fond, ce qu'était son expérience. Un brusque besoin de se lever avait saisi Caal, mais il s'était obligé à rester sur la chaise en face d'elle. Ce qui n'est pas le mauvais réflexe, parce que là on a aussi une représentation de ce qu'est un travail conversationnel d'écoute de la part de Caal, mais ce travail conversationnel n'est pas complet puisqu'il ne va pas relancer la conversation. C'est elle-même qui continue. Tu aimerais savoir ce qu'elle a dit ? Je n'en suis pas sûre. Il avait failli rire. Donc là, on a même une réticence à la conversation. Alors, peut-être que tu peux répondre. Et on voit bien comment, finalement, c'est Sabine qui va relancer ça. Je vais vous mettre des articles sur le travail conversationnel. Je n'en sais rien, avait-il dit sincère. Je n'y ai absolument jamais réfléchi. Eh bien, je te demande d'y réfléchir maintenant. Donc, ils emménagent ensemble et ils vont se marier. Cal avait tendu le bras et pris l'assiette de Sabine, l'avait posée sur l'écoutoir avec la sienne avant de s'adosser au plan de travail. Je n'en sais vraiment rien, avait-il persisté. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Et donc il refuse. Et il préfère ramener la conversation plutôt que de répondre de lui-même. Parce que finalement, derrière la question que veulent les hommes irlandais, il y a la question que veut Cal.
Cette conversation est bien sûr une réponse indirecte au trop de réalité de l'arrivée de Sabine. Elle a dit que les choses étaient sans doute en train de changer, optimiste, mais qu'une bonne moitié des hommes de ton âge, donc là, on parle de lui, par indirect, et ça aussi, ça fait partie du travail conversationnel. Regarde, ce n'est pas moi qui dis, c'est Cynthia. Veulent uniquement que nous nous taisions et que nous vous donnions ce que vous désirez, que vous êtes gâtés et que vous devenez méprisable quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Ah bon ? Il voulait le nier, mais cela semblait désagréablement proche d'une vérité qu'il n'avait pas une seule fois envisagée. Il lui était venu à l'esprit qu'il n'aurait pas été fâché qu'elle se taise à cet instant même et qu'elle lui donne ce qu'il désirait. Et là on a la voix narrative, plutôt la narratrice, sur le fait que justement, on a une mise en abîme. Il veut qu'elle se taise parce qu'elle lui explique que les hommes irlandais veulent que les femmes se taisent et donnent ce qu'ils désirent. Il avait senti la possibilité de plaisanter, de désamorcer ce qui s'était dressé entre eux, mais le moment était passé et il avait alors regardé détourner la tête. C'est le problème avec les femmes qui cessaient de vous aimer. Le voile de l'enchantement se dissipait et elle voyait clair en vous. Et là, on ne sait pas qui parle, si c'est la voix narrative ou si c'est Caal. Qui sait ça? Mais celle-ci ne s'était pas arrêtée là. Elle a dit aussi que, pour certains de vous, nous ne sommes que des salopes, avait-elle continué. Qu'elle a souvent entendu des hommes irlandais employer ce terme pour désigner les femmes. On avait terminé la bouteille sans avoir encore mangé, mais je m'en souviens clairement, et ça c'est une façon de dire, on était un peu bourré, excuse-nous, mais quand même. C'est ce qu'elle a dit. Ah, c'est juste notre façon de parler ici, avait atténué Caal, un truc culturel qui ne signifie rien la moitié du temps. Monica, la femme de ménage, lui a dit que tu étais la seule personne de tout l'immeuble qui ne lui donnait même pas une carte à Noël. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Il n'en savait réellement rien. Il était incapable de se rappeler s'il lui avait ou non donné quelque chose. Sais-tu que tu ne m'as jamais remercié pour un seul dîner que j'ai préparé ici, ni payé les moindres courses, ni même préparé un seul petit déjeuner? N'ai-je pas commandé notre repas ce soir? Et ne t'ai-je pas aidé ici toute la journée à déplacer tes affaires? Le soir où tu m'as demandé un mariage, tu as acheté des cerises à Lidl et tu m'as dit qu'elles coûtaient 6 €. Et alors? Tu sais ce qui est au cœur de la misogynie dans le fond? Alors, je suis misogyne à présent? Ça consiste simplement à ne pas donner, avait-elle dit. Que ce soit croire que vous ne devriez pas nous accorder le droit de vote ou de ne pas nous donner un coup de main pour la vaisselle, c'est tout crocheté au même wagon. Accroché, avait dit Caal. Quoi? Ce n'est pas crocheté, avait-il dit, c'est accroché. Tu vois, avait-elle dit, un nouvel exemple de toute évidence. Tu savais exactement ce que je voulais dire, mais tu ne peux même pas m'accorder ça. Il avait observé à cet instant et avait vu quelque chose de hideux sur lui-même qu'elle lui renvoyait, par son regard. Ne peux-tu même pas comprendre de quoi je parle? Elle semblait poser sincèrement la question et chercher une réponse. Mais Caal n'en avait pas dit beaucoup plus. Du moins, il ne pensait pas en avoir dit beaucoup plus. Il avait peut-être fait une remarque sur ses yeux. Il n'aimait pas y penser. Mais en vérité, il avait peu d'autres souvenirs de cette soirée, sinon qu'il s'était félicité de ne pas devoir l'aider à la moindre vaisselle ensuite. Il avait simplement appuyé sur la pédale de la poubelle et jeté les cartons du restaurant chinois par-dessus les autres déchets qui se trouvaient là, avant de laisser le couvercle retomber. Et on va en rester ici, et je vais peut-être pas autant détailler comme ça le reste, parce que, en fait, il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais j'ai quand même pas mal divulgaché. Bon, on sent qu'il y a évidemment une discordance, une désharmonie dans ce couple qui se creuse, et qui va amener à une rupture, et pour Caal, divulgachage total, effectivement, on est en fait le jour où il aurait dû se marier, et où il est seul, et où il se bourre la gueule au champagne, seul, avec quelques souvenirs qui reviennent. Est-ce qu'il comprend ce qui s'est passé? Pas tellement. Mais en même temps, il y a comme un doute dans les souvenirs qui sont donnés, et dans cette ambiguïté de savoir qui parle, qui pense entre cette voix narrative et cette focalisation interne à la troisième personne. Et c'est donc là, on voit bien important d'avoir cette troisième personne pour garder cette ambiguïté. Ce sont les paroles de Sabine qui vont permettre de qualifier de misogyne, avec la définition qu'elle en donne, ne pas donner, et prendre, et attendre quelque chose qui va être désiré, en fait ce qu'on appelle en féminisme matérialiste, notamment ce qui s'appelle l'exploitation, et qui va passer par des choses extrêmement infimes,
c'est-à-dire ces détails qui auront été donnés avant, mais qui, tel un fusil de Tchekhov, vont avoir une importance grandissante et expliquer a posteriori les raisons de la rupture ou de la colère. Et donc on comprend comment, c'est plutôt les cerises ici de la colère finalement, on comprend comment des mesquineries sont révélatrices d'un rapport au monde et aux femmes, ou en tout cas à une femme aimée qui dissipe l'amour de cette femme aimée. Et on comprend d'ailleurs que cet amour, il a aussi été entretenu par les assiduités, les invitations de Caral. Et donc finalement, on a une espèce de misogynie, alors qui est bien explicite dans le texte, mais qui est d'autant plus explicite dans le titre français, qui est représentée, illustrée peut-être, par ce type de narration. Et moi, je trouve que le feuilletage temporel qui va amener vers une analepse à peu près totale, c'est-à-dire jusqu'au moment du présent de la situation d'énonciation, fonctionne assez bien, et on comprend le départ de Sabine sans être vraiment sûr que Caral ait lui-même tout à fait compris, et que ce départ ne soit pas fait d'amertume, ou ne provoque pas une amertume qui... je crois qu'il a fin d'ailleurs, je m'en souviens plus. Qu'on va retrouver chez les incels par exemple. Alors, ça peut aller avec des ruptures, mais qu'on retrouve en tout cas dans les mouvements masculinistes. Et on a quelque chose de l'ordre d'une non-conscience de Caral qui va aller croissante puisqu'il s'enivre, et il va avoir ensuite progressivement du mal à marcher, et des souvenirs, et ces souvenirs sont eux-mêmes donc définitifs. C'est-à-dire qu'ils vont acter cette rupture, et aller jusqu'au moment de la rupture, et donc finalement jusqu'au souvenir de cette rupture. Jusqu'à ces... Voilà. Les lignes temporelles se retrouvent. Est-ce que j'ai aimé cette nouvelle ? J'ai bien aimé. J'ai l'impression que cette nouvelle a laissé pas mal perplexe. Alors j'ai plus aimé en souvenir et en reprenant des choses qui me paraissent assez subtiles. Mais je dois bien reconnaître qu'à la lecture, je ne l'ai pas trouvé si subtil que ça. Parce qu'on a quand même quelque chose qui est assez démonstratif de cette misogynie, parce que finalement, c'est un peu comme le naturalisme. On se demande, l'idée d'un roman expérimental à la Zola, c'est quand même bien marrant d'expérimenter avec le roman en maîtrisant absolument tous les paramètres du roman. Donc finalement, ce qui est représenté, c'est une chose dont, clairement, l'autrice et donc la voix narrative, ici, sont clairement convaincus. Et le titre français acte cette démonstration par l'appellation de misogynie. On ne peut pas en sortir. C'est-à-dire que là, finalement, l'interprétation féministe est vraiment la seule. Est-ce qu'elle me convient ? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, avec des éléments donc, qui vont présenter Sabine comme une femme moderne, elle boit du chablis, elle parle des hommes, etc. Mais avec aussi des traits donc elle prend des contraceptifs, pas si simple en Irlande. Mais en même temps, elle vit dans un monde qui finalement avait l'air d'être le même que celui de Caral, mais dont on voit que Caral n'a pas conscience. Et c'est ça, en fait, qui, à la fois, me plaît beaucoup et me laisse perplexe, parce que je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, ça. Mais qui va être sur l'absence de conscientisation de Caral, et une conscientisation qui se fait dans la rupture. Et donc, ça n'est dit à aucun moment, explicitement, mais dans la douleur. Et dans le fait d'être délaissé, abandonné. Et voilà, là, est-ce que ça va convaincre comme nouvelle ? Et est-ce qu'il s'agit de convaincre ? Et est-ce que ça va être représentatif au-delà d'une histoire singulière ? Là, franchement, j'en ai aucune idée. Est-ce que ça m'a plu ? Je trouve que c'est assez malin. Mais que c'est plus malin quand on y pense que quand on le lit. Notamment par ces jeux de... Voilà. Mais bon, on sent où ça va. On sent où ça va. Il n'y a pas énormément de surprises.
c'est assez efficace. Enfin, peut-être que là, on a plus de surprises quand on n'est pas féministe, et je sais pas trop. Donc les premiers retours que j'ai pu avoir sur Instagram, Facebook ou de copines sur cette nouvelle ont été plutôt, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, c'était pas les termes, mais c'est les miens. Et je pense que c'est quand même plus intéressant, mais je reste aussi perplexe. Voilà. Avec, bah, finalement, cette grande question que je ne cesse de me poser, et j'ai aussi une telle flemme. Est-ce qu'on a tellement besoin d'essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau misogyne? Quels sont les rouages psychologiques de la misogynie? Ou est-il volontairement inconscient? Fait-il volontairement le mauvais élève? Est-il nul quand il fait si mal la vaisselle? Le fait-il exprès? Moi, j'ai la flemme. Mais ça, c'est... je me souviens du mot de Geneviève Fraisse en conférence, pas très loin de chez moi, qui avait dit, et c'est quelque chose qu'elle répète souvent, qu'il fallait cesser la fascination pour le pouvoir et le dominant et réfléchir aux émancipations des dominés. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que je réfléchis plus au féminisme qu'au sexisme. Même si je suis bien obligée de réfléchir au sexisme et aux attaques sexistes. Et ici, on n'est pas dans des attaques frontales. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant. On est dans la mesquinerie quotidienne de quelqu'un qui, alors même qu'il est plutôt gâté par sa compagne, en veut plus. Et se rend pas compte. Au minimum, se rend pas compte. Vous me dites ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt.